Les origines des sacres du Québec. Les sacres du Québec font beaucoup jaser, mais on en parle souvent de manière plutôt superficielle. Pour bien analyser la situation, on va y aller par étapes. On va commencer par parler des universalismes dans les sacres et les blasphèmes, de par le monde, en Occident, en Asie, comment on sacre. Deuxième étape, ça va être la spécificité du Québec. Qu'est-ce qui nous rend différents? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et puis, vous allez voir que oui, on est unique au monde par rapport à nos sacres. Troisièmement, on va parler de religion, parce que nos sacres parlent de religion. On va se mouiller sur un sujet qui est plutôt tabou encore aujourd'hui. Et puis, vous allez voir qu'il est tabou. Et puis, finalement, 4, quelques lectures recommandées. Alors, allons-y tout de suite avec la première partie. Des universels, il y en a donc de par le monde. On les retrouve avec, par exemple, des sacres ou des blasphèmes sur les animaux. Le chien est un favori de l'expression de sacre. De par le monde, traiter quelqu'un de chien, c'est une insulte. Alors, les chiens sont bien représentés, les cochons sont bien représentés aussi. Quel que soit, vraiment sur une grande, grande base. Là, quand je dis universel, je n'ai pas vérifié les 6000 langues et cultures de la planète, mais je peux vous dire qu'en Occident, puis dans un certain nombre de pays d'Asie, Chine, Asie du Sud-Est, bon, moi, j'ai vérifié puis j'ai arrêté là. Donc, si vous voulez, si vous en connaissez, puis vous savez d'autres par rapport à ces universels-là, des choses qu'on retrouve un peu partout dans le monde, je serais bien intéressé à vous entendre là-dessus. En Afrique, par exemple, j'ai pas d'informations beaucoup. C'est tous des sujets qui sont tabous et qui sous-entendent là, vraiment une complicité là, pour pouvoir en parler, une grande familiarité avec la culture. Mais tant mieux, donc. Les animaux, donc le chien et les cochons. On a la sexualité, qui est un grand sujet, mais la sexualité d'une manière très spécifique. En fait, on parle d'homophobie. Alors, les hommes qui sont traités d'homosexuels, en gros, c'est un grand thème, si vous voulez. Les femmes, on va aller plutôt du côté de la femme qui n'a pas de discernement par rapport à ses partenaires sexuels. Donc, la femme qui couche avec plusieurs hommes, là, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un sujet qui revient, donc qui est universel, dans le sens où on le retrouve un peu partout. Par rapport à ça aussi, il y a la scatologie, tout ce qui est sale. Hein? Scatologie, ça fait partie là, des universels. On voit ça un peu partout, tout ce qui est scatologique. Oh, juste pour ajouter, j'ai oublié de parler des Pays-Bas, parce que dans les sacres particuliers, il y a un pays qui se démarque aussi. C'est par rapport aux maladies, c'est les Pays-Bas. Donc, la Hollande, là, les Néerlandais ont un grand nombre, beaucoup de variations quand même, oui. Ça, pas là comme au Québec. Au Québec, là, on parle de 1000 mots, là, 1400 mots, là, c'est immense. Là. Mais eux, ils ont quand même là, plusieurs dizaines de mots qui parlent de différentes maladies. Par exemple, je l'ai noté, là, Craig de typhus, attrape le typhus, Craig de polio, attrape la polio. C'est pas gentil du tout. C'est très insultant. On voit là que dans le sens et dans l'effet, c'est très clair. C'est très clair. On comprend qu'il y a une censure, on comprend qu'il y a un malaise à ce qu'on interdise, ou à ce que, pas un malaise, mais qu'il y a un malaise quand quelqu'un te dit, mettons, attrape la polio. Ça fait mal. Alors oui, c'est des sacres, ça devient des sacres, mais la logique de ces mots-là est facile à comprendre. Bien entendu, au Québec, ce qui va être difficile à comprendre, c'est pourquoi est-ce que le calice soit quelque chose de controversé. 2. La spécificité du Québec. Qu'est-ce qui rend le Québec si différent? On a au Québec de ces blasphèmes universels, mais on a une catégorie qui est très caractéristique, qui fait qu'on nous remarque, c'est nos sacres religieux. Alors, nos sacres religieux, soyons clairs, ils sont beaucoup plus étendus qu'ailleurs. Alors, il y a déjà une différence. Il y a des sacres religieux, oui, en Occident. Puis là, il faut faire attention, mais il y a des mots comme maudit, par exemple, ou des mots comme torieux, faire du tort à Dieu. Ce type d'expression-là existe un peu partout en Occident, un peu partout
dans le monde. Et ils sont plutôt universels. Mais ils ne sont pas assez universels, c'est-à-dire qu'en Asie, là, ça ne marche plus. Là. Alors, ce n'est pas vraiment des universels, c'est plutôt quelque chose d'occidental. On peut imaginer que ça vient là, ça peut remonter jusqu'au Moyen Âge. Alors, on a des sacres religieux, mais on n'est pas encore rendu à la spécificité du Québec, où là, on parle de la messe. Au Québec, c'est la messe. Alors, on parle des instruments de la messe, de la sacralisation de la messe. 80% de nos mots sont autour et décrivent, font partie d'un aire sémantique, c'est-à-dire un groupement de mots qui ont le même sens par rapport à la messe. Alors, on parle de la messe. Ce qui nous amène à la troisième partie, la religion. Alors, la religion, quand on parle de la messe, tout de suite, ça devrait nous éveiller un sujet qui a été en fait le sujet des guerres de religion, bien, c'est l'opposition à la messe. Pendant tout le 16e siècle, pendant les guerres de religion, les gens se battent en Europe, il va y avoir des millions de morts entre ceux qui veulent complètement éliminer la messe catholique et ceux qui veulent imposer la messe catholique. Pour l'époque de la Réforme protestante, la messe, c'est l'objet de toutes les douleurs, de tous les combats. Et là, je cite un professeur d'histoire de l'Université Laval, André Ségal, un grand historien, qui disait qu'on ne se rend pas compte à quel point, pour les protestants, la messe était détestée. Alors, pourquoi est-ce qu'on déteste la messe à tel point pour les protestants? C'est qu'elle symbolise la hiérarchie religieuse, la monarchie religieuse, le droit divin, si vous voulez, et les mensonges, en fait, propagés par la messe. C'est-à-dire que le curé à la messe catholique, essentiellement, va dire qu'il est capable de faire apparaître Jésus dans le morceau de pain. Et ce miracle, si vous voulez, pour les réformés, pour les paroissiens qui lisent la Bible, pour eux, ça, c'est de la manipulation, c'est des mensonges, et donc, c'est à éliminer. Guerres de religion vont se terminer en France, en tout cas, au bénéfice des catholiques. Les protestants, à l'époque en France, vont se faire marginaliser jusqu'au point d'à peu près complètement disparaître. Alors, on parle de religion, on parle du Québec aussi. Alors, est-ce qu'il y avait des protestants qui protestaient la messe au Québec? Alors, vous savez que nos sacres, les hosties, les calices, les tabernacles, l'étole, qui était le foulard porté par le prêtre, par le curé à la messe, tous ces éléments-là font partie là, de l'apanage des protestants, des dénonciations des protestants. Alors, on a d'un côté des gens qui s'opposent à la messe, et puis d'un autre côté, l'autorité qui va imposer une censure sur ces mots. Alors, c'est comme ça là, que vont se créer les sacres du Québec. Et c'est pour ça que une des spécificités du Québec, c'est son côté, c'est le nombre de mots. Alors, on n'a pas le droit de dire hostie, alors on va dire estif, ou ostination, ou esti, ostine, puis plein de variations sur ces mots-là. Pour en créer là, plus de 1000, le nombre de ces variations-là, alors un bon livre à lire là-dessus, c'est le Guide raisonné des jurons de Jean-Pierre Pichette. Alors là, vous pouvez avoir tout le loisir de regarder l'ensemble des mots qui ont été inventés, développés, fabriqués au Québec. Pourquoi? Parce qu'on avait une population qui cherchait à continuer à dénoncer la messe. Alors, nos sacres, quand on parle des sacres religieux du Québec, quand on parle des sacres qui ont rapport avec la messe, ce ne sont pas vraiment des sacres, c'est l'expression d'une dissidence religieuse
qui est censuré là, donc par le pouvoir des communautés religieuses et puis le pouvoir français. Alors, il y a vraiment une division à l'époque de la Nouvelle-France. Alors, quand on dit ça, l'époque de la Nouvelle-France, on peut se demander, mais d'où vient tout ce vocabulaire à saveur protestante? Alors, est-ce que ça se peut, ça, qu'au Québec, il puisse y avoir ce vocabulaire à saveur protestante? La réponse est, ben oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont connus. On a Champlain, par exemple, Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, il est identifié comme protestant. Pourquoi? Par rapport à son prénom. Je pense que c'est juste au Québec encore aujourd'hui où on ne reconnaît pas, où on n'admet pas facilement pour certaines élites au niveau de l'histoire du Québec, qui vont interpréter l'histoire du Québec, qui ne vont pas admettre là, facilement que Champlain venait d'un milieu protestant. C'est un converti. Est-ce qu'on peut faire un ciblage comme ça par rapport au prénom? Est-ce que le prénom Samuel, c'est assez pour dire que quelqu'un est protestant? Bien, pour le 17e siècle, oui. C'est comme si je vous disais là, que quelqu'un s'appelle Mohamed, puis ça ne veut pas dire qu'il est protestant juste parce qu'il s'appelle Mohamed. Je veux bien que Mohamed ait pu se convertir, Mohamed soit un apostat peut-être aussi, ait quitté la religion musulmane. Mais à sa naissance, on peut être raisonnablement sûr que ses parents, sa famille, l'ensemble de sa famille, que Mohamed, ben, c'était une famille de confession musulmane. Alors, c'est pas très controversé que de dire que Mohamed était probablement musulman ou d'une famille ou d'un milieu musulman. Ben, Samuel de Champlain, ben oui, venait d'un milieu protestant calviniste, les mêmes là, qui s'opposent à la messe. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pierre Dugas-Desmonts, il y a Hélène Boulay, bien sûr, Hélène Boulay, elle qui va se convertir, à son mariage. Elle est forcée de se convertir. C'est au lendemain de l'assassinat de Henri IV. Henri IV, c'est lui qui va envoyer Champlain pour fonder Québec. Henri IV, c'est un autre protestant converti. Il y a tous ces protestants qui se convertissent à cette époque-là. Donc, on n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation de terreur et pas une situation de liberté de religion. Ça chauffe en France. L'éradication du protestantisme, ça va être un gros mouvement à l'époque au 17e siècle. D'où vient la population en Nouvelle-France? Ben, ils viennent du Poitou, ils viennent du Pays de Caux, pour les 2/3. Le Poitou était protestant pendant les guerres de religion, et le Pays de Caux était protestant pendant les guerres de religion. C'est les 2/3 de la population. On peut aller un peu plus loin si vous voulez, mais en fait, c'est réglé. En fait, on a une origine de région protestante forcée de se convertir, des gens qui acceptent le recrutement pour venir en Nouvelle-France, des gens ensuite qui sont forcés à aller à la messe, plus qu'ils le feraient normalement, parce qu'ils sont plutôt dans la tolérance, sont plutôt dans le vivez donc à votre manière et laissez-nous tranquilles, mais ils vont être forcés donc de manger de l'hostie puis de boire du calice. Alors encore une fois, c'est pas des mots de blasphème, autant que c'est une dissidence religieuse qui est interdite et qui va faire fleurir, j'utilise le mot, faire fleurir des centaines et des centaines de variations. Donc, c'est un sujet qui était très important. On termine avec des recommandations de lecture pour en savoir un petit peu plus. Je vous suggère en premier lieu, pourquoi pas Leslie Choquette, là je dis ça de mémoire, c'est de Français à paysans, c'est toute l'immigration vers la Nouvelle-France. Elle ne parle pas de protestantisme, mais elle a quand même elle a la meilleure analyse là, sur les régions spécifiques, alors d'origine pour les gens qui vont venir en Nouvelle-France. Donc Leslie Choquette à lire. Jean-Pierre Pichette, j'adore son livre, qui est une bonne ressource pour savoir le nombre. Et ça, donc c'est l'issue là, d'une centaine de sondages, de formulaires que les gens ont remplis dans les années 80. Alors, vous allez peut-être retrouver certains sacres et blasphèmes ou des histoires. En fait, mais peut-être que vous connaissez déjà ou peut-être d'autres que vous n'avez jamais vus. Ça vaut la peine. Là, c'est un excellent livre. François-Xavier Garneau, c'est le premier qui a osé évoquer l'idée que les catholiques n'étaient pas motivés à venir en Nouvelle-France. Il a osé dire ça. Il n'a pas parlé de protestantisme, il a juste mis son pied un peu dans l'eau pour dire que les catholiques c'était pas eux qui venaient.
Il a été censuré, puis c'est seulement peut-être une cinquantaine d'années plus tard qu'on a pu avoir cette information-là. Fait que c'est lui, bien sûr, qui a écrit l'histoire du Canada. En réponse à Lord Durham, c'est une longue histoire, mais François-Xavier Garneau, un excellent auteur que je recommande. André Segal, qui a participé à une collection de livres sur le protestantisme avec d'autres auteurs, un excellent historien qui a vraiment une vue pénétrante de l'ensemble de la situation, qui donnait des cours, ça c'est des bons souvenirs, là, c'est peut-être un peu de nostalgie, mais le Moyen-Âge en Occident. Quel cours pour ceux qui se rappellent d'André Segal ou qui l'ont eu comme professeur. Marc-André Bédard, ben ça c'est un des premiers à parler du protestantisme en Nouvelle-France. Tout ça date un petit peu quand même. Robert Larin, plus récemment. Il y a Yannick Gendron. Il y a aussi Nelson Martin Dawson, qui a écrit sur les filles à marier. Écoutez, c'est que le sujet est tabou, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. C'est pas parce que l'information était difficile à trouver. En ce qui me concerne, moi je suis pas historien, je suis linguiste, je dépends des historiens. Les origines sont là. On a des régions protestantes. C'est des gens qui sont convertis, c'est des gens qui sont pas heureux par rapport à la situation qu'ils vivent. Leur dissidence religieuse est exprimée clairement, puis elle résonne encore aujourd'hui. Donc, je vous encourage à fouiller le sujet, à vous intéresser à ça, l'histoire du Québec. Alors, un mot sur les calvinistes. Alors, leur première caractéristique des calvinistes, c'est qu'ils sont anti-monarchiques. Ils sont égalitaires. Ils sont pour l'alphabétisation, l'école gratuite. On dirait aujourd'hui, je pense qu'ils sont woke. Ils sont assez modernes, un peu anarchistes, là. Il ne faut pas les confondre, les calvinistes puis les protestants de cette époque-là, d'il y a 400 ans, avec les anglicans. L'Église d'Angleterre, c'est une église qui ressemble beaucoup à l'Église catholique, sauf qu'au lieu d'avoir un pape, ils ont mis le roi d'Angleterre. Alors, faut faire attention à la différence. L'Église d'Angleterre, comme l'Église catholique, c'est une organisation monarchique, avec un espèce de roi, et puis tout ça avec des évêques, puis le curé. Tandis que les protestants, c'est des petits groupes de personnes autonomes, égalitaires, qui se réunissent une fois par semaine puis qui discutent ensemble. C'est beaucoup plus difficile pour eux de se regrouper souvent parce qu'ils ne sentent pas le besoin nécessairement de se regrouper. En tout cas, du moins, ça va être un long processus et puis ça va aller dans plein de directions, on le sait. Mais pour le 17e siècle, c'est la messe qui est l'enjeu. Et puis, c'est une question d'hostie. Est-ce que Jésus est dans l'hostie? C'est une question de calice et de tabernacle, de ciboire. Et c'est tous ces mots-là, en fait, là, qui résonnent encore, en fait, aujourd'hui, au Québec, après 400 ans. Hey boy!